C'est l'heure de vous actualiser sur votre chaîne web Info Télévision, mesdames et messieurs, partout. Vous nous suivez, nous vous accueillons à suivre ces actualités. En République démocratique du Congo, le retour de milices Ouazalendo alliés à l'armée congolaise dans la ville d'Ouvira a entraîné la fuite d'environ 1 millier de personnes, majoritairement Banyamulenge et de civils accusés de collaboration avec l'F-123 s'est déplacé ont retrouvé refuge dans la plaine des Ruzizi, notamment à Kamanyola, où ils vivent sans assistance humanitaire. Plus d'explications dans cet élément. La situation sécuritaire demeure extrêmement préoccupante dans l'est de la République démocratique du Congo. À Uvira, dans la province du Sud Kivu, les retours récents des milices Ouazalendo, alliées aux forces armées de la République démocratique du Congo, a déclenché un mouvement massif des populations. Selon des sources locales, près des milliers de civils ont fui la ville par crainte des représailles. Parmi ces déplacés figurent majoritairement des Banyamulenge, communauté tutsi congolaise, souvent prise pour cible lors des flambées des violences, ainsi que des personnes soupçonnées d'avoir collaboré avec les mouvements armés AFC M23. Craignant des arrestations arbitraires, des violences ou des exactions, ces familles ont quitté précipitamment leur domicile, abandonnant biens et moyens de subsistance. La plupart ont trouvé refuge dans des villages de la plaine de la rivière Ruzizi, notamment dans la cité de Kamanyola. Sur place, les conditions de vie sont extrêmement précaires. Les déplacés vivent dans des abris de fortune sans accès suffisant à l'eau potable, à la nourriture, aux soins de santé ni à l'assistance humanitaire. Les autorités locales reconnaissent l'ampleur de la crise, mais peinent à mobiliser les moyens nécessaires pour répondre aux besoins urgents. Les organisations humanitaires, quant à elles, alertent sur les risques d'une catastrophe humanitaire si une intervention rapide n'est pas mise en place. Cette nouvelle vague de déplacements vient s'ajouter à une crise humanitaire déjà chronique dans l'est du pays, où les conflits armés, les tensions communautaires et l'insécurité persistante continuent de contraindre des millions de Congolais à l'exil interne. Face à l'aggravation de la crise humanitaire dans la République démocratique du Congo, l'Union européenne annonce une aide d'urgence de 2 millions d'euros en faveur des populations affectées par les violences au Sud Kivu. Ce financement vise à soutenir des milliers de déplacés confrontés à des conditions de vie précaires. Suivez. L'Union européenne a annoncé ce mercredi 21 janvier l'octroi d'une enveloppe de 2 millions d'euros destinée à soutenir les communautés Dioma touchées par le conflit armé dans la province du Sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Cette aide humanitaire vise à répondre aux besoins urgents de milliers de personnes déplacées par les violences persistantes dans la région. Selon l'instance européenne, les affrontements en cours dans les territoires d'Uvira, Fizi et Calais ont provoqué le déplacement d'environ 500 000 personnes, dont plus de 90 000 réfugiés vers le Burundi voisin. Une situation humanitaire alarmante qui continue de se détériorer à mesure que le combat se poursuit et que les ressources locales s'amenuisent. Le projet de réponse d'urgence financé par l'UE sera mise en œuvre jusqu'à la fin du mois de juin 2026. Il ciblera prioritairement les populations déplacées internes vivant dans les zones les plus durement affectées du Sud Kivu. L'objectif est de fournir une assistance vitale, notamment à travers l'aide en espèces, la protection des personnes vulnérables, l'accès à l'eau potable, l'assainissement et les interventions en matière d'hygiène. Cette action humanitaire sera conduite par un consortium d'organisations internationales regroupées au sein du programme CFA, composé notamment d'ACTED, Concern, Worldwide, Mercy Corps, du concert norvégien pour les réfugiés NRC et de solidarité internationale. Ces partenaires mettront en œuvre des mécanismes rapides et ciblés pour soulager les populations en détresse. Dans cette annonce, l'Union européenne souligne que le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo demeure l'une des crises humanitaires les plus complexes du continent africain. Le déplacement massif, la pression sur les infrastructures locales et l'épuisement des ressources exposant des milliers de familles à une vulnérabilité extrême, nécessitant une mobilisation urgente et durable de la communauté internationale. Polémique autour de Prosfin SA, le responsable de cette institution des microfinances demande formellement
toute implication de l'ancien président Joseph Kabila de leur capital, affirmant qu'il n'a jamais été actionnaire de cette société. Il rejette également les accusations de blanchiment des capitaux portés à leur encontre et mettant en demeure l'auteur de ces projets, faute de quoi à une action en justice se sera engagée. Les détails dans ce reportage d'Élysée Odia. Pointé du doigt dans certains propos diffusés sur les réseaux sociaux, comme l'une des entreprises prête-nom de l'ancien président de la RDC, IMF Procfin SA joue la carte de la transparence. Face à la presse, se basant sur des éléments factuels, cette institution de microfinance, à travers son directeur général adjoint, apporte une série de clarifications, en commençant par ses actionnaires. Procfin est une institution de droit congolais, détenue par des actionnaires congolais, régulièrement déclarés auprès des autorités compétentes. Nous n'avons aucun lien direct ou indirect avec les entités ou personnes évoquées dans les propos diffusés. Donc, pas de Joseph Kabila, affirme Sylvain Pakassa. Le nom que vous venez de citer n'a jamais été notre actionnaire. Les actionnaires de IMF Procfin SA sont connus de par notre statut. C'est publié au journal officiel, c'est public. Le nom que vous avez venez de citer, il n'a jamais été notre actionnaire et il n'est pas notre actionnaire. Sur les 44 milliards que l'IMF Procfin SA brasserait, cachant ainsi une forme de blanchiment d'argent, Sylvain Pakassa est formel, dénonçant au passage les incohérences de l'auteur de ces accusations. Notre total bilantaire au 30 juin 2025 est équivalent de 75 millions de dollars. J'ai dit 75 millions de dollars. Nous parlons des chiffres. Ici, les questions des faits. Tous les financiers le savent. Comment vous pouvez absorber 44 milliards alors que votre activité, le total de vos activités, se résume à 75 millions? Techniquement, c'est impossible. Le directeur général adjoint de l'IMF Procfin, tout en brandissant le journal officiel, rejette enfin les affirmations selon lesquelles il y a un proche de Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la SYNCO en poste de responsabilité au sein de leur institution. Les animateurs des organes de gouvernance de Procfin ont été tous agréés par l'autorité de tutelle. Nous pouvons vous confirmer qu'au sein de Procfin, il n'y a aucun frère, ni biologique, ni de loin ou de près, avec la personnalité dont vous venez de citer le nom tout à l'heure. L'IMF Procfin n'entend pas se limiter à une réplique médiatique. Une action judiciaire est envisagée. Mais avant, il exige de la part de l'auteur de ces accusations des preuves. Une mise en demeure est ainsi déclenchée. L'émission s'est adressée aux Congolais. Lui-même, je suppose qu'il est Congolais parce que vous connaissez son nom, je ne vais pas citer. Notre code de procédure civile prévoit toutes les procédures pour atteindre une personne qui est même à l'étranger. Donc au moment venu, nous allons analyser les dossiers, voir quelle option il faudra lever afin de rétablir Procfin dans cette voie. Alors, nous l'avons construit en demain, comme nous l'avons dit dès le départ. C'est pour vous faire voir qu'effectivement, Procfin ne se reproche de rien. Et que les propos qu'il a tenus, d'ailleurs, s'il avait le preuve, il allait le brandir au cours de son émission. Vous avez vu, c'est quelqu'un qui était là dans sa chambre à coucher, en train de raconter des histoires, avec son téléphone à côté. Et donc, il a l'occasion maintenant, de produire ses preuves à défaut, parce que 48 heures, c'est au plus tard jeudi. À défaut, Procfin va saisir la justice parce qu'il ne va pas se faire justice. Donc, rassurez-vous que Procfin ne va pas se laisser faire. Il s'agit de son image qu'il faudra préserver. Et donc, ça n'a pas de prix à payer. IMF Procfin est opérationnel en tant qu'institution de microfinance depuis 2018, agréée en tant que telle par la Banque centrale qui, du reste, salue régulièrement son apport. Elle est la 3e institution de microfinance en termes de volume d'activité en RDC. Ses responsables assurent être respectueux de leurs engagements et des lois du pays. Actuellement, IMF Procfin SA est en pleine expansion de ses activités avec à la clé la création de plusieurs emplois.
IMF Procfin SA rassure ses clients sur le fait que cette institution de microfinance n'a rien de politique en elle et ne fait pas la politique. Détenu à la prison militaire d'Indolo depuis le 12 janvier, l'activiste et opposant Nathanaël Onokomba a été auditionné hier, mercredi, par un autre magistrat de l'auditoire militaire supérieur. La défense conteste la légalité des procès-verbaux du Conseil national de cyberdéfense et sollicite sa libération, estimant que les faits reprochés relèvent de la liberté d'expression. Écoutez son avocat Godefroy Mwanabwato. Notre client ce matin, il a enfin été présenté devant un magistrat venu de l'auditorat militaire supérieur de Kinshasa-Gombe. Et il a été entendu en présence de ses avocats. Le premier élément à relever, c'est les irrégularités ayant entouré son arrestation. Et consécutivement à cela, nous avons exigé à ce que soit considéré comme nul et de nul effet tous les procès-verbaux qu'on lui a fait signer de force sous pression et sous torture au niveau du Conseil national de cyberdéfense. Et ce n'est qu'aujourd'hui qu'il a répondu aux questions du magistrat. Et son audition a porté sur ses opinions médiatiques, notamment les tweets dans lesquels il a paraphrasé de manière sarcastique l'accord de Washington. Et voilà, tout a tourné autour de ça. Et il a répondu très clairement qu'il s'agissait d'un tweet qui a paraphrasé l'accord et que ce n'était pas une affirmation venant de lui. Et puis voilà, à la fin, il a demandé qu'on les remette en liberté, sa fuite n'est pas à craindre. Et même les éléments qui sont mis à sa charge, lui qui est un civil non armé, rentre dans le cadre de ses opinions individuelles et personnelles dans l'exercice des droits et libertés qui lui sont garantis par la Constitution. Et nous nous sommes limités là, et voilà, nous attendons quelle sera la décision que les magistrats instructeurs va prendre dans le cadre de ces dossiers. Mais nous restons confiants et sereins que sa place n'est pas en prison. Sa place est parmi les siens à la maison et qui sera très rapidement relaxé, et que s'il y a des éléments sérieux qui pèsent à sa charge, on pourra l'inviter et il pourra continuer à se présenter, mais sans rester en détention là où il se trouve. Au loin là-bas, plus de 3740 km de rails évalués à 37 millions de dollars ont été construits au sein de l'entreprise Trenk Fungurume Mining et inaugurée par le vice-premier ministre des Transports Jean-Pierre Bemba. Cette nouvelle déviation ferroviaire dédiée au transport de minerais est saluée par la SNCC comme un levier majeur du développement commercial de la RDC. Détails dans ce reportage de Top Congo. D'après Pierre Kaboussongue, PCA de Gazebo Congo SARL, cette déviation ferroviaire de 4 km en voie générale, avec une vitesse moyenne de circulation de plus de 70 km par heure, est une première en République démocratique du Congo. Elle démontre à suffisance que l'expertise en matière de construction ferroviaire est une réalité en RDC à travers Gazebo Congo SARL, une société congolaise qui vient de réaliser ce projet. Il revient ici sur les prouesses réalisées lors de la construction de cette nouvelle voie ferrée. Comme il s'agissait d'une déviation de la voie ferrée initiale, et TFM voulant exploiter les gisements minéraux situés sous l'ancienne voie ferrée, nous avons dû excaver une partie de la montagne pour obtenir la pente nécessaire aux opérations ferroviaires sur une longueur de 3 km et dont la profondeur maximale dépassait 35 mètres. La construction d'un faisceau de divers ouvrages de drainage de 25 km pour ramener les eaux vers la rivière d'Ipeta, sécurisant ainsi les talus et la plateforme de la voie ferrée, l'aménagement d'un bassin de collecte d'eau de 10 millions de litres servant des tampons supplémentaires, la construction d'un passage à niveau de plus de 80 tonnes permettant l'accès des camions de mines de TFM sans endommager la voie. Li Leizong, CEO de Tenke Fungurume Mining, a souligné que la concrétisation de ce projet vient transformer leur configuration logistique et le transport des minerais. Il permet à TFM d'accroître son exploitation minière.
L'exploitation de ce projet transforme durablement la configuration logistique et le transport de la zone, tout en permettant à TFM d'accroître l'efficacité et la qualité de son développement minier. Cette déviation est un maillon important de notre plan minier global. Toutefois, TFM est plus qu'une mine. En tant qu'entreprise citoyenne responsable, nous menons nos opérations dans le strict respect des normes nationales et internationales, afin de répondre en toute responsabilité à nos engagements auprès de notre communauté haute et auprès de toute la nation. Constant Omari, président du comité de pilotage du projet RR2, a remercié Tenke Fungurume pour le sacrifice financier consenti pour la réalisation de ce projet. 37 millions de dollars américains ont été décaissés pour la construction de cette nouvelle voie. Il a indiqué que les exécutants ont recouru à toutes les techniques existantes dans la construction des voies ferrées pour la construction de cette nouvelle déviation. Construire 3 km 740 de nouvelles voies ferrées semble peu, mais la complexité liée au climat de cette contrée, à son relief, à la piézométrie et à la diversité des natures des roches et terres rencontrées, ont permis le déploiement de la quasi-totalité des techniques auxquelles on recourt dans la construction d'une nouvelle voie ferrée. Cette expérience a été enrichissante aussi. Je suggère humblement à votre Excellence de lancer une étude pour la création d'un fonds minier pour la relance des chemins de fer du Congo. Les besoins sont pressants et palpables. L'expertise nationale est disponible. Nous devons pour faire face à la projection d'augmentation de la production minière nationale évaluée dans un avenir proche à 5 millions de tonnes par an. La route ne pourra pas absorber tout ce trafic. De son côté, Fabien Moutombe, directeur général de la SNCC, bénéficiaire de la nouvelle voie ferrée, a indiqué qu'avec la réalisation de ce projet, la RDC accède à un processus de développement commercial et la SNCC améliore sa vitesse commerciale. Les pays accèdent à un processus de développement avec ça. Ça nous fait 15 millions de tonnes import-export. Le pays gagnera beaucoup. Qu'est-ce que la SNCC va gagner? Sur cet espace, nous récupérons 70 km/h comme vitesse commerciale. C'est énorme pour nous. La SNCC avec Tenke Fungurume, nous nous sommes entendus. Les minéraux de Tenke Fungurume vont commencer à passer majoritairement par la SNCC. Fifi Masuka, gouverneur du Lualaba, a souligné que l'ouvrage inauguré constitue un levier déterminant de développement et un maillon essentiel de la chaîne logistique minière industrielle et commerciale qui va relier le Lualaba aux marchés régionaux et internationaux via le corridor de Lobito. Dans le Haut-Katanga, les autorités passent à l'action. À Lubumbashi, les travaux de démolition des constructions anarchiques érigées dans la concession de la régie des voies aériennes à proximité de l'aéroport international de la Loano ont débuté hier mercredi. Une opération lancée en présence du gouverneur intérimaire, des responsables de la police, de FARDC de la garde républicaine ainsi que du maire de la ville. Reportage. Toutes les constructions érigées dans la concession de la régie des voies aériennes RVA aux abords de l'aéroport international de la Loano sont désormais concernées par une vaste opération de démolition. Cette opération, menée sur l'instruction de la hiérarchie, a été officiellement lancée ce mercredi 21 janvier 2026 en présence du gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, et de l'ensemble des membres du comité provincial de sécurité, composé notamment des responsables de la police, de l'armée et des services spécialisés qui assurent l'encadrement de l'opération afin d'éviter tout débordement. Sur le terrain, les engins sont entrés en action. La clôture construite autour du terrain de foot du camp RVA a été la première cible. L'opération va se poursuivre et toutes les maisons, sans exception aucune, seront démolies, quels que soient les rangs de ses occupants. L'objectif est de remettre la RVA dans ses droits et aussi libérer de l'espace aéroportuaire occupé illégalement par les habitations et des constructions anarchiques et ainsi garantir la sécurité des avions et leurs passagers selon les normes internationales de sécurité et de la protection des infrastructures aéroportuaires et surtout permettre au gouvernement congolais de concrétiser son projet de modernisation en cours de l'aéroport international de la Loano.
Rendons-nous au Nord Kivu pour terminer ces actualités à Butembo lors du meeting populaire baptisé Kitenda Willy hier mercredi. Le député national Mbindule Mitono a tenu des graves accusations contre l'ancien président Joseph Kabila. L'élite de Butembo affirme que les tueries de civils attribuées aux ADF seraient commanditées par l'ex-chef de l'État, évoquant des propos qui lui prêtent lors d'une rencontre à Kingakati en 2013. Suivez-les dans ses propos. Itabu tuko tunaona na alituambiaka ile tu tulikuwa natusha mwambia kama sisi population ya Nord Kivu inawaza kama yeye anakuwaka na M23. Saa alitusikiaka akatomboka na kaanza kutujibu kusema sasa kizi munasema hivi mutateseka na mutaanza, na kweli kulisha tu juma kama ilikuwa miezi 2-3 mauaji kaanza Beni, wakaanza chinja watu, na mnajua namna gani watu wanakufa mpaka leo. Ile ADF nalo inaendelea kuchinja. Ndawaambia hakuna kwenda mbali, kwenda gauche droite. Ile vitu si kama niseme basi sipatie problemu. Unapenda niseme wangapi wanapenda niseme? Asante sana. Wanasema la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Hii ADF mko naona hapa inachinja watu, iko nachinja watu depuis ilikuwaka, alianzaka kutuambia Kabila alianzaka kutuambia ke mutakufa, tutawachinja saka za masi. Hii ADF mtu iko nayo, kwani wengi wamenasiwa, na wale wengi wenye wananasiwa wanataya Joseph Kabila Kabange kukuwa mtu alimonte ile ADF. ADF hawakuwa wageni, walikuwa hapa no? Walikuwa wanaru. Waliingiaka kukongo ku 1986. Mkumbuke hapa kusoko ya Kizairi, marché ya imba naita leo parking la Victoire, ile yote iko tu kiazima historia ya Butembo. Ile tunajua kama ndio marché Kizairi. Ile soko ya Kizairi walitiaka wa refugee pale no, wa kutoka Uganda wenyewe walikimbia vita ya Amini Dada, na wenyewe walikimbia vita ya Obote wakati Museveni walikuja na Watanzania kuwafukuza, wakakuja hapa. Mnajua watu wanajua Beni mzuri, mnajua walikuwa kuoza kafu, walikuwa bado na hawaya uwaka mtu, mlikuwa mkiwaona wanazunguruka. Mtu aliwatia ile mawazo, haiko mwingine wote ni Bwana Joseph Kabila. Merci encore une fois de plus de nous avoir suivis, chers téléspectateurs de Web Info Télévision. C'est par cet élément que nous clôturons ces actualités. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer sur votre chaîne Web Info Télévision. Portez-vous bien.